Bonjour, bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très ravi de vous retrouver dans votre émission Droit de savoir. Vous avez déjà probablement entendu parler de la viliphonie, je n'ai pas dit la viliphobie. Loin donc de ces sentiments anti-vili, la viliphonie, c'est plutôt cet outil de promotion et de sauvegarde de la langue vili qui est un élément important de la culture luango. Ne dit-on pas qu'un peuple sans culture est un peuple sans âme? La langue vili, qui est un facteur déterminant de la culture luango, se veut donc pérenne pour affirmer la culture luango dans le temps. Mais une question se pose. La culture luango est-elle encore intacte? C'est la question à laquelle va tenter de répondre notre invité aujourd'hui, Monsieur François Soumbou, ancien président du MAR, ancien sénateur, actuellement animateur du mouvement socio-culturel La Viliphonie. Bonjour Monsieur Soumbou. Bonjour, monsieur Christian Perrin. La viliphonie, c'est un nouveau concept que certains Congolais vont découvrir. Mais avant d'y arriver, qui est Monsieur François Soumbou? Bien, monsieur Christian Perrin, d'abord, merci beaucoup de l'invitation que vous m'avez faite d'être votre invité de ce soir. Je vous en prie. Vous me demandez, non, il y a d'abord un rectificatif à faire. Je n'ai jamais été président du MAR. J'étais plutôt un membre de ce parti, président au niveau de ma région, qui est le Kwilu. Et le Kwilu, oui. Auparavant, j'étais plutôt responsable du parti de M. Jean-Pierre Tchekaya, Tisser Tchekaya, le RDPS. J'ai été effectivement tour à tour conseiller départemental. Avant d'en arriver là, j'étais député de l'Assemblée nationale. Je me suis fait élire sénateur indépendant. Voilà, ça c'est une partie de ma vie, mais au plan politique. Autrement, ma vie ne s'est pas limitée qu'à cela. C'est à la veille de la retraite que je me suis intéressé à tout ça pour aller voir ce qui s'y faisait d'ailleurs. Et surtout que l'on dit que le député porte la voix du peuple à l'Assemblée. Je me suis dit, j'entends plein de choses de ce peuple-là. Alors je vais me faire le porte-parole du peuple pour aller dire à l'Assemblée ce que ce peuple pense de telle chose ou telle autre chose. Votre vie professionnelle. Ma vie professionnelle, bon, de formation, je suis ingénieur du bois. J'ai pas mal d'activités. Quand je termine mes études, que je rentre au pays, à l'issue de mes études, à l'époque, lorsque vous étiez admis à aller à l'étranger, surtout avec une bourse du pays, on signait ce qu'on appelait un contrat décennal. C'est-à-dire qu'une fois les études terminées, on rentrait au pays et pendant 10 ans, vous serviez le pays. Vous n'aviez pas le droit de partir parce que c'est le pays qui vous a donné l'occasion d'être ainsi formé. Après ma formation, j'étais donc rentré au pays. J'ai été tour à tour nommé chef de service de recherche forestière du Congo avec une mission d'une très grande importance. La mission consistait à étudier la capacité ou bien la possibilité des sols congolais à recevoir des essences étrangères parce que le pays avait envisagé de se doter, pas le pays tout seul, mais c'était le Congo, le Gabon, l'Ubangi-Chari, qui est devenu la République centrafricaine, le Tchad. Tout ce groupe avait opté pour se doter d'une usine de fabrication de pâte à papier. Et pour fabriquer un tel produit, il faut de la matière première. La matière première, c'est naturellement les arbres, lesquels nous-mêmes, nous en avons beaucoup, mais est-ce que c'est de cela c'est cela qu'il fallait qu'on utilise pour en arriver là? On a dit non, il y a d'autres essences, parce qu'ils sont à croissance rapide, c'est cela dont il faut étudier l'introduction dans le pays. L'introduire sur voir la capacité de ces sols de s'adapter, de ces essences de s'adapter au sol congolais. C'est ainsi que ma mission a consisté en tant que spécialiste de pédologie. La pédologie étant l'étude des sols, a consisté à étudier les sols depuis la côte jusqu'à l'intérieur, jusqu'au niveau de Brazzaville. C'est ainsi que j'ai installé une station d'essai d'implantation sur la côte au niveau de Brazzaville, où j'ai créé, moi, la station de Kintele, qui aujourd'hui devient un village, mais c'était de la brousse. J'ai créé
J'ai créé la station du kilomètre 45 où siège aujourd'hui le chef-lieu d'un district minier, je crois, où j'ai d'ailleurs eu mal à un moment donné à implanter mes activités parce que j'ai implanté les activités au bord d'un lac qui s'appelait l'anneau de Saturne. Je ne sais pas s'il existe encore et que les gens à ce lac ont donné un caractère tellement sacré qu'il ne fallait pas aller à ses abords et surtout y faire du bruit, genre le moteur qui tire l'eau et tout et tout. Le jour où j'ai posé le moteur sur l'eau, le village environnant tout proche avait évacué le village complètement parce qu'il paraissait qu'il y a un Mami Wata là-bas qui risquait de se fâcher. Il a emporté le village. J'ai dit, bon, écoutez, libérez le village. Moi, je reste là, je vais régler mes problèmes avec le Mami Wata. Voilà, j'avais réussi à implanter ma station là-bas, qui est devenue plus tard une grande station, avec une belle route créée, fabriquée, bien faite par nous-mêmes, sur laquelle le président Marien Ngouabi est venu se poser lorsque il paraît qu'il a été secoué un peu à Pointe-Noire. Il a fouillé Pointe-Noire par avion d'un ami à nous, M. Lalanne, exploitant forestier, qui est venu le poser sur la route devant notre station, qui est devenue d'ailleurs, l'avion est toujours là, c'est devenu actuellement un musée. Voilà, donc je suis chef de service des recherches forestières et plus tard me voici devenu directeur de l'Office national des forêts, chargé des plantations, de l'exploitation, de la transformation des bois et ainsi de suite. Une vie très très belle, mais de temps en temps dérangée par des responsables qui pensaient à un moment donné qu'ils étaient mieux connaisseurs que les connaisseurs que nous étions et qui voulaient imposer parfois leur point de vue. C'est ainsi qu'on m'a fait faire des choses terribles. J'avais été appelé pour aller cautionner l'exploitation d'une essence forestière appelée l'Ayus. Et cette essence, on l'exploitait en vue de fournir des tiges pour la fabrication des allumettes par une société coréenne qui s'est implantée à Bétou. Il fallait que j'y aille pour aller faire mettre un chantier, faire couper l'Ayus, produire les tiges d'allumettes et vendre. Mais nous avions donné notre point de vue en disant que ce n'était pas possible à Bétou faire des allumettes dans des secteurs où le taux d'humidité est très élevé, ce n'est pas possible. Et ça nous a coûté cher parfois. Dans ce pays, depuis longtemps, le cadre n'a pas tellement le droit de donner son avis. Il faut suivre ce cours. Malheureusement. Et c'est d'ailleurs qui va le détruire, ce pays, plus tard. Moi, à l'époque, ça allait encore bien. Voilà un peu, rapidement dit. Et là, nous sommes en quelle année comme ça? Nous sommes dans les années 70, 80. Mais pourtant, vous venez là de faire un très bon exposé, mais curieusement, depuis cette période à aujourd'hui, le Congo ne dispose toujours pas d'unité de production, de transformation du bois sur place. Que se serait-il passé finalement après qu'on ait eu des cadres aussi brillants comme vous? Le Congo a disposé de tout, dans tous les domaines. En tout cas, après l'indépendance, on ne peut pas dire que nous avons été laissés les mains vides. Après l'indépendance, les premiers cadres formés dans divers domaines de l'activité du pays ont apparu. Il en est, par exemple, de nous autres, qui sommes le premier cadre des eaux et forêts, et il nous a été confié des missions nobles que nous avons assumées en connaisseurs, conscients, consciencieux, en travailleurs et des unités de production dans le domaine qui était le nôtre, le mien, qui est les eaux et forêts. Nous avions des usines de transformation des bois partout. Je crois vous avoir aperçu au moins une fois à Pointe-Noire. Vous savez qu'à Pointe-Noire, il a existé des usines telles la Congo, Sidétra, la Sonatrab, dont j'étais moi-même la directeur, des usines de transformation des bois, en ce sens que moi, par exemple, je fabriquais le plaquage en vue de la fabrication du contreplaqué. Et le bois a nourri ce Congo pendant longtemps, jusqu'à l'avènement du pétrole. Et les gens ont vu dans le pétrole, les revenus du pétrole devaient certainement rapporter plus. Et on a carrément délaissé le domaine qui a fait vivre le pays
pour se ruer vers le pétrole. Le pays était doté de plein d'infrastructures. En matière d'élevage, par exemple, puisque j'appartiens à ce ministère-là aussi, quand vous partiez d'un pays appelé Malolo, ça se passe dans la Bouenza, sur la route en direction de Mosenjo, c'est fantastique. Ce qu'il y avait comme ferme, la fête des fermes, de vaches, mais à l'infini, vous voyez des animaux qui pèsent partout dans les... Tout ça, c'est parti, ça a disparu. Que s'est-il passé? C'est la question qu'on se pose souvent. D'où vient-il que tout ce dont le pays a disposé est disparu comme ça, comme si un tsunami était passé par là pour balayer tout ça? Mais sûrement, je l'ai dit tout à l'heure, avec l'arrivée du pétrole, la facilité est tombée et tout le monde se contentait de cela. On a mis de côté tout le reste. Dolisie, qui était la ville du bois, nous appelions la ville verte, qui était une ville très coquette, partie. Mais Dolisie, c'était la ville des exploitants forestiers. C'est eux qui faisaient la beauté de cette ville. On a une ville appelée Mosendio, qui est bâtie par les exploitants forestiers, où nous avions d'ailleurs installé l'école forestière, que nous avions appelée l'école forestière de Mosenjo, où nous avons formé nos cadres moyens dans les diverses activités du bois. Donc voilà un peu, le pays était très bien, les cadres bien formés. Comment vous vous sentez aujourd'hui de voir ce pays qui avait pourtant bien décollé se retrouver au niveau où il se retrouve aujourd'hui? Très mal en point. C'est toujours avec tristesse qu'on évoque quand vous posez des questions comme ça. On vous répond pratiquement avec les larmes aussi. Dans ce pays, on est surpris. Hein? C'est-à-dire, si nous étions des personnes qui étaient mortes et que nous revenions, mais moi qui suis encore en vie, du haut de mes 80 ans, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'on en arrive là? Ce n'est pas croyable. Rien que d'évoquer tout ça, ça fait très mal au cœur. Tout, mais tout a disparu. Il n'y a plus rien sur quoi on puisse compter. Tenez même, je parlais des villes comme Dolisie, Oquette, la petite ville de Mosendio, et je reviens à la ville de Pointe-Noire, Ponton-la-Belle. Oui. Qu'est-ce qu'elle était belle, cette ville, avec ses belles plages sur lesquelles, quand vous allez marcher, c'est d'en sortir avec du goudron, les pieds noirs de goudron, parce que ce pétrole sur lequel les gens comptent fait des dégâts dans cette ville, mais des dégâts énormes. Cette ville de Pointe-Noire, si belle, si coquette, si accueillante, à un moment donné, il s'est passé ce que vous avez appelé une guerre au Congo. Guerre, enfin, ce n'est pas une guerre que quelqu'un est venu attaquer le Congo, qu'on s'est battu, mais entre eux-mêmes, ils se sont tapés dessus. Ils ont appelé ça guerre. Et tout le pays a quitté, par exemple, Brazzaville, pour se retrouver à Pointe-Noire. Mais tout le pays, je dis tout le pays, tous ceux qui fuyaient Brazzaville, ils n'avaient qu'une destination, les Pointe-Noire. La Pointe-Noire qui est passée brutalement de 800 000 habitants à 1,5 million. Et quand ces personnes arrivent, où vont-ils peut-être s'installer? Alors n'importe où, même sur les lits des rivières. Là, on ne peut pas construire, ils ont construit. Monsieur Christian Perrin, moi, quand je suis à Pointe-Noire et que je me promène sur la côte sauvage, mais je pleure de voir que le lac au bord duquel je suis né, le lac Loya, soit devenu une habitation. Le lac est noyé sous du béton, des maisons, des gens que j'appelle moi les riches, les nouveaux riches, ils ont fait disparaître. De telle sorte que quand il pleut, c'est la catastrophe dans cette ville. Vous ne vous reconnaissez plus. Il faut mettre des bottes pour sortir dans la ville de Pointe-Noire. Oui, les bottes, quand vous avez encore la chance, vous pouvez porter les bottes, mais il y a des maisons qui, finalement, sont totalement noyées. Oui. Alors, revenons donc sur ce que vous faites. En fait, vous êtes animateur d'un mouvement socio-culturel appelé la viliphonie. C'est quoi déjà la viliphonie? Monsieur Christian Perrin, la viliphonie, effectivement, c'est un concept terrible. Tout le monde nous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est précisément. D'abord, d'où m'est venue cette idée d'imaginer la mise en place d'un mouvement comme celui-là? Je suis, depuis très jeune, je suis animateur de mouvements culturels. Très jeune, je me suis intéressé à
Je pense par exemple à mon scoutisme, j'étais jeune scout. Nous faisions des jeux par-ci, par-là, du théâtre, des scénettes. À un moment donné, jeune, je me suis rendu compte que ces shows-là ne se faisaient qu'en français, dans une langue que parfois on ne comprenait pas dans les villages parce que je tenais à porter tout ça à l'intérieur. Alors je me suis mis à parler, à faire des spectacles dans ma langue maternelle. Le temps passant, je crée des activités en pagaille, des groupes d'animation culturelle, les chansons et tout. Vous avez dû, je ne sais pas depuis combien de temps vous n'avez pas été à Pointe-Noire, mais vous avez dû entendre parler des groupes de musique tradie moderne. Tout à fait. Cela, c'est moi qui suis à l'origine de toutes ces choses. Pourquoi? Parce que je suis lauréat de l'UNESCO pour la promotion des langues maternelles. Alors je me dis, doté d'un titre comme celui-là, il faut que je fasse tout pour la promotion des langues. Non seulement les langues parlées là-bas à Pointe-Noire au Kouilou, mais un peu dans tout le pays. Il faut que chacun se reconnaisse dans sa langue maternelle, parce que la langue maternelle est le véhicule de la culture d'un peuple. Vous avez dit tout à l'heure, un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'a aucune valeur. Mais nos peuples ont ceci de malheureux, c'est que c'est des peuples fortement cultivés. Mais cette culture a effrayé le colonisateur au point que le colonisateur a mis un frein, a mis net un frein à ce genre de culture qui risquait de dépasser la sienne pour nous amener à sa culture à elle et pour nous y amener. Le colonisateur nous a fait interdiction de l'usage de nos langues afin que nous collions à sa culture. Sa culture, oui. Nous autres qui avons été à l'école dans les années 40, M. Perrin, on ne peut pas imaginer ce qu'on a souffert. Quand vous arrivez à l'école, le moniteur, il vous dit, dès que vous avez franchi le mur, vous êtes dans la cour de l'école, vous n'avez pas le droit de parler votre patois. Alors, nous qui avons fait l'école dans ces années anciennes-là, interdiction de parler la langue maternelle dans la cour de l'école. Un jour, M. Kibiadi, mon maître du cours préparatoire 1, m'attrape par l'oreille en me disant qu'il m'a entendu parler le patois. Comme ça, gosse qu'on était, je dis, monsieur, je n'ai pas parlé le patois. Mais si, alors tu as parlé quelle langue? J'ai dit, non, mais j'ai parlé de Vili, monsieur. Mais ce n'est pas un patois. Je dis, non, c'est le Vili. Alors voilà, le maître qu'il était, un papa, devant un gosse, il lui tient tête. Le gosse dit qu'il n'a pas parlé patois. Mais ce sont des mots que le colonisateur a amenés pour justement nous amener à regarder ces langues-là comme, il y a un mot que je ne veux pas prononcer, donc patois, c'est le patois, on ne parle pas patois, parce que nous devons glisser vers la culture des autres. Et ils ont réussi. Maintenant, il se trouve que c'est eux-mêmes qui nous ont sortis de notre culture, qui se battent pour exiger des peuples que chaque peuple retrouve sa culture. Se battent dans le cadre d'un organe des Nations Unies qu'on appelle l'UNESCO. Et l'UNESCO, c'est le gendarme de la promotion des langues maternelles. Il est allé jusqu'à mettre en place une journée internationale de la langue maternelle. Vous voyez, monsieur, c'est pourquoi je me dis non. Il faut que je fasse quelque chose pour faire comprendre cela à tous ceux que je peux avoir et les ramener à un niveau où ils peuvent comprendre que, effectivement, si nous ne revenons pas vers notre culture, nous allons perdre toutes les valeurs traditionnelles qui sont les nôtres. Et perdant nos valeurs traditionnelles, nous pourrons nous embarquer dans des cultures qui vont nous détourner de notre trajectoire. Alors, Monsieur Soumbou, est-ce qu'on peut maintenant faire le lien entre la langue et la culture, donc la langue Vili et la culture Luango? La langue et la culture, effectivement, pour quelqu'un qui a la maîtrise de sa langue. Cette langue, quand on l'étudie, on regarde comment est-ce que nos anciens nous ont amenés à l'apprécier. Je me souviens par exemple de ces soirées avec nos parents où des contes.
Mais à travers ces contes-là, nous voyons ce que c'était que notre culture. Notre culture est faite de quoi? De valeurs, de respect, des valeurs de compréhension, enfin, tout ce que cela peut comporter dans la vie. Donc c'est à travers cela, nous voyons qu'à travers cette culture, qu'on voyait des choses dont nous devions prendre, que nous devions maîtriser pour nous permettre de mener la vie d'un fils du Luango et pas de quelqu'un d'autre. Le Luango, c'est quelqu'un qui est contre la violence. Mais nous l'apprenons à travers les contes. Il y a eu ça. Le résultat, voilà ce que ça veut donner. Donc la violence, c'est pas bon. Vous voyez, le Luango, c'est quelqu'un qui s'éloigne des choses d'autrui. Le soir, il y a un conte autour de machin, un conte. Je pense à cette histoire, par exemple, de ce garçon qui, parce que il vient de France où il a été voir son oncle, il rentre au pays et il veut, à midi, alors que dans la culture Luango, midi, c'est un moment où il vaut mieux rester chez soi que d'aller se promener n'importe comment. Lui, à midi, il veut aller voir le village voisin. On lui a dit, tu ne vas pas. Et il dit, ben, arrêtez-moi vos histoires de village, là, ça ne nous concerne pas. Il part, et il a vu marcher à peine 5 mètres, 5 minutes, pardon. Il se retrouve devant un village qu'il n'a jamais vu, qui n'a jamais existé à cet endroit. Et il entre parce qu'il fait très chaud. Il va s'asseoir au pied d'un manguier. Au pied d'un manguier, paf, il s'assoupit. Et puis, quand il s'assoupit, tout d'un coup, il entend des clameurs. Il sursaute et juste devant lui, il y a une chapelle ardente. Qu'est-ce que c'est cette affaire? Moi, je passe là, je suis santé, je n'ai pas vu ça. Alors, monsieur se lève, il va regarder. Il y a effectivement un cadavre sur un lit, 4 bougies allumées, et il n'y a personne autour. Il s'étonne. Et puis, dans un coin, il y a une pelle et une houe. Il prend la pelle et la houe, il va creuser un trou, il fait un machin, il va prendre le cadavre et il l'enterre. Quand il veut partir, il entend la clameur. Et des gens qui crient en lui disant, toi, bienfaiteur, viens m'enterrer correctement, ne m'abandonne pas comme ça. Alors, conclusion, dans la culture du Luango, il ne faut jamais se mêler des choses qui ne vous concernent pas, voyez-vous. Oui, monsieur Sumbu, vous venez là de dire dans la culture Luango, il faut pas se mêler des choses qui ne vous concernent pas, et c'est une culture qui ne prône pas la violence. Pourtant, il n'y a pas assez longtemps là, quelques jours, lors de la visite de Denis Sassou Nguesso à Pointe-Noire, nous avons entendu une déclaration faite par monsieur Florent Tchibouanga, qui doit être le président des sages du Quilou, mais aussi membre de la cour royale, proférer des menaces contre les autres, probablement Quilois. Disons que tous ceux qui ne pouvaient pas soutenir Denis Sassou Nguesso n'avaient que deux choix, soit quitter le département, probablement le pays, puisqu'il disait vous quittez, vous partez ailleurs, sans préciser est-ce qu'il fallait quitter le Quilou, le Congo, mais plus loin encore, il dit, pour ceux qui vont insister, il y a un terme certainement que vous connaissez beaucoup mieux que moi, vous serez foudroyé, c'est-à-dire vous mourrez calciné. C'est quand même des menaces publiques et c'est sérieux, c'est très grave. Est-ce qu'on peut penser que la culture, finalement, Luango a changé de ton? Puisque tout à l'heure, vous avez dit, ce n'est pas une culture de violence. Mais là, on sent de la violence, de l'exclusion, des menaces de mort en plus. Bien, merci, monsieur Christian Perrin. Bon, il y a lieu de se demander si, pour dire ça, monsieur Chikwanga ne sait pas peut mettre un peu de miel sur les lèvres. Hein? Est-ce que ça vient de lui? Qu'avait-il, lui, à menacer des personnes qui n'ont rien fait, à personne? Parce qu'en effet, il aurait dit que le président qui était devant nous, qui est en visite à Pointe-Noire et qui est candidat à sa À succession l'élection à la présidentielle, oui. prochaine élection présidentielle, que lui, ça relève du choix de Dieu. Je
je ne suis pas sûr que M. Tchibanga ait rencontré Dieu ou que Dieu lui ait dit cela, je ne pense pas. Mais ce qu'il décide, lui, d'être candidat, ça relève du choix de Dieu. Donc, celui qui n'est pas d'accord avec ce choix, qu'il aille ailleurs. Qu'il aille ailleurs. Comment ça? Les gens sont chez eux et puis ils profèrent une telle menace. Comment je vais quitter là où je suis implanté depuis tant non prescrit, aller ailleurs parce que je n'ai pas accepté une parole de Dieu qu'il n'y a que lui qui a entendu. Et mieux, celui qui ne le soutient pas, vous avez dit, il n'y a que moi qui connais l'expression, il dit Ufuka Kulakt, c'est-à-dire que sera foudroyé. Ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de lui. Il a dû se faire mettre un peu de miel sur les lèvres pour dire ça. Parce que M. Tchibanga, si c'était quelqu'un qui avait compris pourquoi l'autre était là, ben, il ne se serait pas levé pour parler parce que il y a le ministre Collinet qui avait pris la parole avant lui et qui a dit les choses telles que comme il a voulu et comme il les voit. M. Collinet s'est trouvé donc en face d'un quelqu'un qui est sûrement venu solliciter les suffrages des autres, alors qui a intérêt à écouter les revendications de ceux-là vers lesquels il est venu. Voilà, tu nous écoutes ça, tu nous organises tout ça, et nous sommes derrière toi. C'était suffisant. Mais d'où vient-il que lui, il dit, si vous ne le faites pas, je vais vous écraser. Et il ne s'adresse pas, je signale que M. Tchibanga est membre du Parti congolais du travail, il ne s'adresse pas là à des militants de ce parti, il s'adresse là à des gens de tout le Congo, parce que c'est une ville cosmopolite. C'est sûr qu'il n'y avait pas que les Luango là-bas, c'était tout le monde. Donc il est allé maudire tout le monde. Au cas où vous ne faites pas ça, vous allez être brûlés. Mais comment brûlés? De quelle manière? C'est pourquoi moi, ceux qui se plaignent, qui en parlent, je crois que c'est un avertissement. C'est un avertissement qui a été donné, il faut en tenir compte. Lui, il a eu pour mission de venir vous le dire, pour nous le dire. Attention, si vous ne faites pas ça, voilà ce qui va vous arriver. Et puis c'est déjà arrivé. Seulement, monsieur, évidemment, c'est des choses qu'il faut prendre au sérieux parce que nous savons, je crois que vous vous rappelez très bien, Denis Sassou Nguesso était, je crois, dans le pool avant l'élection, je crois, 2016, où il avait prononcé quelques paroles disant, dans cette foulée, il parlait de goût de sang que vous n'avez jamais expérimenté, vous n'en savez rien, et nous savons ce qui est arrivé après au pool. Ici, monsieur Tchibanga qui profère les menaces, sous-entendu, il a reçu l'ordre ou mandat du bon Dieu, comme il a dit lui-même. On se pose la question, c'est qui ce Dieu? Est-ce que c'est le même Dieu que tout le monde prie? Ou bien c'est son Dieu Sassou Nguesso qui le lui a dit, que celui qui ne se soumettra pas sera foudroyé. Les mots ont un sens. Et vous êtes d'ailleurs celui qui aujourd'hui fait la promotion et disons la promotion de la langue Vili. Vous savez que chaque mot a un sens. Ici, on vient de dire ceux qui ne seront pas d'accord, soit ils doivent quitter la ville, soit ils seront foudroyés. Alors, ça craint que finalement, dans 2 matins, que ces menaces soient passées à exécution et que l'on vive la même situation que ce que le département du Poul a vécu. Et ça a toujours commencé comme ça. C'est pas tombé du ciel. Ces genres de paroles, ces genres de menaces ne viennent pas du néant. Et vous, étant évidemment très attaché au département du Kwilu et de Pointe-Noire, qu'est-ce que vous en dites? Qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que je peux en penser que je peux dire par rapport à ça? Je vous ai dit que ce monsieur, c'est quelqu'un qui a été porteur d'un message. Moi, je pense ça comme ça. Parce que si tel n'était pas le cas, moi, j'ai en face de moi un candidat. Il vient solliciter M. Frage. Je lui dis, OK, très bien, moi, pour mettre un bulletin dans une urne, ça demande
Ça ne me coûte rien. Mais regarde voir un peu l'état dans lequel je me trouve, moi. Moi, je faisais l'état des lieux sur lesquels il est venu avec lui et je lui aurais dit, voici ce qu'on a déjà dit, que l'on pourrait faire pour améliorer cette issue, pour changer tout. Voilà pour ne prendre que cette ville de Pointe-Noire, pour c'est de ça il s'agit. Voilà une ville qui était si propre, bien, et qui aujourd'hui, c'est ce qu'on l'appelait à l'époque Ponton-la-Belle. Aujourd'hui, ça s'appelle Ponton-la-Poubelle, parce qu'effectivement, les immondices, vous en avez partout, mais partout, au point où on ne sait plus où est-ce qu'on peut se poser. Alors je dis, regarde un peu ce qui se passe. Très bien, moi, je donne mes suffrages, je me vois. Mais en retour, j'ai quoi? Qu'est-ce que j'ai en retour? Moi, je voyais que la personne me dise, non, 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 si tu m'apportes tes voix, moi, voici ce que je vais faire, voici, voilà. OK. C'est à ce moment-là que, dans la culture du Luango, on prend acte de ce que quelqu'un a promis de faire quelque chose. Et on lui dit, tu as fait cette, tu es sûr de tenir cette promesse? Il dit, moi, si je ne tiens pas cette promesse, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est à ce moment-là que, dans les us, traditions, coutumes, tout ce que l'on veut du Luango, celui qui est en face de celui-là, il dit, si tu ne le fais pas, Ndjekoufuka ou l'acte. C'est en direction de la personne qui vient vers vous que vous envoyez ce machin, ce truc de maléfice là. C'est en direction de la personne qui prend des engagements. Tu prends l'engagement, très bien. Bon, par cet engagement, Dieu faut pour l'acte. Mais moi, je n'ai rien fait. Moi, c'est moi qu'on vient solliciter. Non, c'est pas possible. C'est du jamais vu. Et surtout que c'est de la part du premier conseiller du roi. C'est pas que, bon, c'est pas un sage, mais c'est le premier conseiller du roi du Luango, donc celui-là même qui est censé être le protecteur de tous les sujets du royaume. Parce que les rois, c'est aujourd'hui, on imagine que dès qu'on met quelqu'un, on l'appelle roi. Avant, quand on avait choisi la personne qu'il fallait, et qu'il est allé prendre ses initiations Kinshasa là-bas, et qu'il revient, il n'est pas appelé roi, il est appelé Ngang Mvumba. Ngang Mvumba, c'est-à-dire le côté Kuvumba, c'est comme la poule qui couve. Il couve le peuple, c'est le protecteur du peuple. Il est resté dans le Ngang Mvumba parce que celui-là, si les choses étaient normales, il ne serait pas déjà appelé roi, puisqu'il est là depuis, il était là depuis 6 ans, je crois. À quelle preuve il a faite pour qu'on l'appelle roi? Il ne devait pas être arrivé déjà à ce niveau de roi. Il était encore Ngangavumba. Maintenant, lui, il est mort. En principe, il y a quelqu'un qui s'appelle Mambom Tiluangu. Je traduis, ça se dit donc le Mambom Tiluangu, c'est le premier ministre. Et comme son premier ministre semble-t-il malade et qu'il n'est pas là sur place, donc c'est le premier conseiller qui reste là pour couver ce peuple. Et voilà que la personne qui est censée protéger, couver le peuple, livre ce peuple en pâture. Parce qu'en faisant cette déclaration, même si celui à qui, devant qui on dit ça, n'avait pas cette intention, il se dit, tiens, on m'a donné l'ordre de rentrer dedans et de casser, de taper au cas où. Ça y est, c'est un visa, un passeport qu'on a donné, une autorisation qui a été établie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous me demandez qu'est-ce que j'en pense, que diriez-vous? Je dis, la chose aurait dû être faite telle que je vous l'ai décrite, parce que c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on peut parler là de la lâcheté ou bien de la compromission? Parce que finalement, on sait que, évidemment, pendant la campagne 2016, Denis Sassou Nguesso promettait une nouvelle municipalisation de la ville de Pointe-Noire après avoir échoué la toute première. Et après 5 ans, donc le mandat finissant, il repart. Mais au lieu de prononcer de Kufuka l'acte en fait auprès de Denis Sassou Nguesso qui avait promis qu'il n'a rien fait, ben finalement on retourne ça
envers la population. Est-ce que on peut penser aujourd'hui que le Kwilu, qui était une terre hospitalière, est devenu aujourd'hui une terre de violation des libertés fondamentales, où on pense que ou vous faites, ou vous quittez, c'est-à-dire si vous ne vous soumettez pas, eh ben vous partez ailleurs, ou vous êtes voué à la mort. Le Kwilu et Pointe-Noire avec, parce qu'on a fait de Pointe-Noire un département pour le sortir du Kwilu. De coutume, nous recevons des politiciens aussi sur notre plateau qui font un état de lieu de ce qu'est devenu le Congo-Brazzaville. Alors aujourd'hui, nous vous avons sur notre plateau, vous n'êtes pas politicien, vous êtes culturel. Est-ce que cela vous empêcherait de nous dire ce que vous pensez de Pointe-Noire actuellement, sinon du Congo? Quel état de lieu faites-vous? La situation socio-économique du pays. Mais je ne parle pas que de Pointe-Noire, je parle du pays tout entier qui est complètement perdu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de pays, on en parle même. Il faut le reconstruire, ce pays. Tout a été détruit, je vous l'ai dit. Il n'y a plus rien. Il faut tout remettre en selle. Tout, absolument tout. Voilà ce que je pense. Il n'y a plus rien. Il faut tout reprendre, moi, voilà. Monsieur Perrin, je ne suis pas né d'hier, là, de ce Pointe-Noire qui est là. Oui, vous avez 80 ans, je suis né d'une Pointe-Noire qui était formidable. C'était un beau pays, mais un Congo également. Brazzaville, pour moi, c'était... Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça représentait pour nous. Étiré tout en longueur sur les rives droites du Congo, là où le puissant fleuve s'étale pour former le vaste lac du Stanley-Pool, c'était plus rien ne semble à ce qu'était hier. Et partout, je vous parle de Moïse Saint-Dieu, c'était une très belle cité tenue par des exploitants forestiers, des hommes riches, qui d'ailleurs morts, tous morts. Je ne sais pas ce que leurs descendants ont fait de ce que les parents avaient. Tout est mort. La petite coquette ville de Dolisie ne ressemble plus à la Dolisie que nous connaissons. Allez voir Mindouri, quelque part où nous descendons, Quémant, pour rejeter des sangs, ceci, cela. C'est vraiment ça. Allez à l'Odima, où nous allions vraiment nous asseoir sous des petits manguiers de production Pascal Issouba, généticien, pour manger des mangues. Et ces mangues que j'ai trouvées, que j'ai achetées à Kiel, au sommet de la demande fédérale là-bas. Mangos aus dem Congo, mangue du Congo. Quelle fierté, c'était moi. Il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a plus rien. Alors, c'est aux Congolais, mais à tous les Congolais de prendre conscience de cette dégringolade, de ce tsunami, j'appelle ça moi un tsunami, qui nous a amenés à la dérive, faire qu'on se remette en état d'exister. Parce que ça n'existe pas là, il n'y a plus rien. Il n'y a que ça que je peux dire. Les considérations politiques, je ne me mêle pas de ça.